Amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Complément du cours. Pour ce deuxième numéro, nous allons encore une fois recevoir le professeur de philosophie Maxime Canfan. Pour ce deuxième numéro, nous allons aborder le thème de la philosophie et la science, dans lequel nous allons parler du rapport qui existe entre la philosophie et la science et essayer au fil de l'émission, essayer de donner tous les paramètres qui permettraient les thèmes et les concepts qui forment ces deux expressions telles que la philosophie et la science. Selon vous, avant de partir, si un petit rappel de la philosophie s'impose. Absolument. Comme vous l'avez abordé dans votre entrée en matière, il serait peut-être intéressant de faire ce qu'on appelle une clarification notionnelle, une clarification conceptuelle des deux notions, à savoir la philosophie et la science. De prime abord, il faut comprendre que philosophie et science sont deux activités rationnelles qui tentent de satisfaire la curiosité intellectuelle de l'homme. Je m'explique en termes plus clairs. Quand je dis que philosophie et science sont deux activités rationnelles, entendons par là, elles sont deux disciplines fondées en raison. Les élèves, naturellement, comprennent très bien que la philosophie est avant tout une pensée rationnelle. La science également, elle est une pensée rationnelle. Mais quelle relation philosophie et science entretiennent-elles? Pour répondre à cette question, il serait peut-être judicieux de faire d'abord une clarification notionnelle. Qu'est-ce que la philosophie et qu'est-ce que la science? La science peut être définie comme une étude objective d'une philosophie, naturellement. Qui dit philosophie dit une activité rationnelle. Qui dit philosophie dit une gymnastique intellectuelle rationnelle. Qui dit philosophie dit une pensée éclectique qui réfléchit sur la totalité, sur la globalité. Certes, il est presque impossible de définir la philosophie, mais permettez-moi de proposer quelques éléments de réponse pour tenter de définir la philosophie. Oui, pour tenter de définir la philosophie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a une discipline qui semble être problématique, s'il y a une discipline qui semble être indéfinissable, s'il y a une discipline qui semble être rebelle à toute capturation, à toute tentative définitionnelle, sans doute cette discipline s'appelle la philosophie. Mais permettez-moi de proposer une définition de la philosophie en disant que la philosophie peut être définie comme une pensée rationnelle, caractérisée par la critique, la contestation, le désaccord et la remise en cause incessante et permanente. Bien vrai qu'elle soit caractérisée par une remise en cause incessante. Question que vous m'avez posée relative aux relations, aux rapports que la philosophie entretient avec la science. Pour répondre à cette question, il serait peut-être judicieux de faire un flashback, c'est-à-dire un retour en arrière dans l'Antiquité grecque. Parce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, philosophie et science sont deux disciplines rationnelles qui pourraient être résumées en trois parties. Rapport de convergence, rapport de divergence et rapport de complémentarité. Si vous voulez, je peux proposer une métaphore en parlant de mariage, divorce et réconciliation. Pourquoi mariage? Pourquoi divorce et pourquoi réconciliation? Commençons d'abord par le mariage. Qui dit mariage, c'est parce que le couple est harmonieux. Qui dit mariage, c'est parce qu'il y a consensus. Qui dit mariage, c'est parce qu'il y a consentement entre les deux partenaires. Pourquoi est-ce qu'il y a mariage entre philosophie et science? Pour comprendre, pour répondre à cette question, il faudra remonter dans l'Antiquité grecque. L'histoire de la philosophie nous a appris que dans l'Antiquité grecque, philosophie et science entretenaient deux disciplines rationnelles. Philosophie et science étaient deux disciplines inséparables comme le recto et le verso. Le jour où je saurai, je cesserai d'être philosophe. Ça veut dire quoi? Quand Pythagore nous dit qu'il n'est pas un sophos, entendez par là, il n'est pas un sage. Mais je suis un philosophos, c'est-à-dire je suis un amoureux de la vérité. Dans l'entendement de Pythagore, le philosophe ne peut pas se targuer d'être un savant. Le philosophe ne peut pas se targuer, ne peut pas se prévaloir de se définir comme quelqu'un qui sait. Parce que, rappelons-nous, la philosophie n'est pas la possession de la vérité. J'ai envie de dire, la philosophie n'est pas possession, mais elle est tension. Elle est tension, pourquoi? Parce que l'activité philosophique se caractérise par un manque de vérité, par un manque de connaissances dont on est conscient. Elle est tension, pourquoi? Parce qu'on prend l'engagement de philosopher lorsqu'on se met en route. Elle est tension, pourquoi? Parce que philosopher, c'est reconnaître, c'est avouer sa pauvreté intellectuelle. Et les tensions, pourquoi? Parce que philosopher, le philosophe peut être comparé à un pèlerin du savoir dans la mesure où il s'engage de manière interminable à la poursuite de la vérité. Dans cette perspective, on comprend que la philosophie semble être différente de la science. Pourquoi? Parce que la science mesure
la philosophie regarde. La mesure dépend de l'instrument, le regard dépend du point de vue. Quand je dis que la science mesure, la philosophie regarde, la mesure dépend de l'instrument, le regard dépend du point de vue, cela signifie que la philosophie et la science semblent être différentes. Maintenant, où se trouve la différence? Je parlais tout à l'heure de l'Antiquité, mais quand on va arriver à partir du XVIIe siècle, on va constater que philosophie et science vont entretenir des relations conflictuelles. Elles vont entretenir des relations qui sont oppositionnelles. Non seulement à partir du XVIIe siècle, la science va prendre son indépendance, elle va prendre son autonomie, c'est-à-dire philosophie et science vont entrer en conflit, mais les scientifiques vont jeter des pierres aux philosophes. Que disent les scientifiques? La philosophie est trop théorique, trop abstraite, elle ne règle pas les problèmes de l'homme. Dans ce sens, il semble que la science ait raison. Pourquoi? Parce que depuis l'avènement de la philosophie, depuis sa genèse, depuis son début, depuis son commencement, elle ne parvient pas à satisfaire en tout cas toutes les préoccupations matérielles de l'humanité. J'ai même envie de dire, la philosophie n'a ni la mission, ni la prétention, ni la vocation de satisfaire les besoins matériels de l'homme. Mais permettez-moi de faire une vision d'ordre matériel de l'humanité. Maintenant, pour que la science soit concrète, il faut qu'elle soit accompagnée par la technique. Un petit exemple, si aujourd'hui nous avons la possibilité à l'heure T où nous parlons, à l'instant T, de faire notre émission convenablement, c'est parce qu'on a associé deux choses fondamentales, à savoir la science et la technique. Donc la science découvre, la technique applique. Par conséquent, la découverte et l'application vont ensemble. Si aujourd'hui, mes propos peuvent être entendus par ceux qui nous regardent, si aujourd'hui, notre émission se passe correctement, c'est parce qu'on a fait la jonction, l'association de deux choses, à savoir la science et la technique. Donc, retenons que la science, elle est abstraite, la technique, elle est applique. La science, elle est abstraite, la technique, elle est concrète. Donc, il faut qu'elle soit associée pour qu'il y ait ce qu'on appelle le couple science et technique, ce qui donne l'expression technoscience. Donc, de ce point de vue, pour que la science soit concrète, il faut impérativement, ipso facto, qu'elle soit accompagnée par la technique. Mais en tout état de cause, retenons que l'être humain n'a pas seulement des aspirations matérielles, mais également il a des aspirations intellectuelles. C'est pourquoi vouloir séparer philosophie et science, à mon sens, semble être absurde, surréaliste, irréaliste et kafkaïen. Pourquoi c'est kafkaïen? C'est parce que tout simplement l'être humain, certes, il a des aspirations matérielles. Pourquoi c'est kafkaïen? Parce que tout simplement l'être humain, il a certes des préoccupations matérielles. Mais l'homme ne se résume pas, sa vie ne se résume pas seulement aux aspirations matérielles. Au-delà des aspirations matérielles, l'homme aussi a des aspirations intellectuelles. Au-delà des aspirations matérielles, l'homme aussi a des aspirations spirituelles. Et ces aspirations spirituelles et intellectuelles, en mon sens, peuvent être comblés par la réflexion philosophique. Il me semble créer un climat où il fait beau de vivre. Maintenant, nous n'allons pas sans pour autant parler de la question métaphysique dont les philosophes ont aussi créé ou bien essayé d'apporter des début de réponses, même si ce n'est pas des réponses assez concrètes, mais n'empêche que, comme vous l'avez dit, la philosophie n'est pas là pour donner des réponses, mais toujours susciter chez l'être humain une certaine interrogation. Mieux encore, on peut dire que certes, comme vous l'avez dit, c'est très important ce que vous avez dit, la philosophie n'est pas là pour proposer des réponses définitives, parce qu'elle n'en a pas la vocation, elle n'en a pas la prétention. Si la philosophie était là pour proposer des réponses définitives, elle serait comparable à la sagesse. Or, la philosophie n'est pas la sagesse, mais également la philosophie n'est pas l'ignorance. Elle n'est pas la sagesse, pourquoi? Parce que le philosophe va trahir la mission de la philosophie lorsqu'il se définit comme un sage. Il n'est pas un ignorant, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne sait pas. J'en viens maintenant à la question que vous avez posée tout à l'heure, liée ou bien relative à la métaphysique. Il faut comprendre que si philosophie et science semblent être différentes, c'est parce que la science pose la question du comment, alors que la philosophie pose la question du pourquoi. La question du pourquoi, elle a une dimension métaphysique, alors que la question du comment s'intéresse aux choses physiques. Ça veut dire quoi? Philosophie et science sont différentes dans leur démarche, mais également elles sont différentes dans leur questionnement. Elles sont différentes dans leur questionnement parce qu'elles ne posent pas les mêmes questions. Je viens de dire tout à l'heure que le scientifique, tout ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment fonctionnent les lois de l'univers. Le scientifique, tout ce qui l'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, par exemple, est-ce que la pluie tombe. Si la pluie tombe aujourd'hui, la seule préoccupation fondamentale du scientifique, c'est de comprendre la question du comment, c'est-à-dire pour tenter de résoudre la question, la manière comment la pluie tombe. Les premiers penseurs communément appelés les présocratiques, leur seule préoccupation fondamentale, la question fondamentale à laquelle ils se sont efforcés de répondre, c'est la question cosmologique. Cette question cosmologique, c'est quoi? D'où vient l'univers? Dans ce sens, on comprend que la métaphysique a toujours été au cœur de la réflexion philosophique. J'allais même dire, la métaphysique et la philosophie sont deux notions qui sont fondamentalement inséparables, comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Mieux,
dans la perspective de faire une comparaison, dans la perspective de faire une fusion homogène entre la philosophie et la métaphysique, il serait peut-être judicieux de d'évoquer la fameuse métaphore arborescente de René Descartes qu'il utilise dans son livre intitulé Les principes de la philosophie. Dans son ouvrage intitulé Les principes de la philosophie, Descartes dit ceci, je cite, j'ouvre des guillemets, toute la philosophie est comparable à un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, les autres branches qui sortent de ce tronc pourraient être résumées à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. Dans la perspective de René Descartes, on ne peut pas faire la division, on ne peut pas faire la séparation entre philosophie et métaphysique. Pourquoi? Parce que si la philosophie était une personne humaine, la métaphysique serait l'âme. Si la philosophie était une personne humaine, la métaphysique serait la colonne vertébrale. Donc il me semble impossible qu'on puisse parler d'un être humain sans âme. Il est impossible de parler d'un être humain sans colonne vertébrale. Qu'est-ce que Descartes veut mettre en exergue? Il veut tout simplement mettre en relief que la métaphysique et la philosophie sont deux notions qui sont inséparables. Donc, valoriser la métaphysique, faire l'apologie de la métaphysique, c'est faire l'apologie de la philosophie. Donc, vice-versa, critiquer également la métaphysique, c'est critiquer la philosophie. C'est pourquoi, à la question de savoir est-ce que la métaphysique, est-ce que la philosophie, elle est apte, elle est capable de répondre aux préoccupations d'ordre matériel de l'humanité, Karl Marx va fustiger l'authenticité, la crédibilité et la véracité de la philosophie à travers cette citation très célèbre lorsqu'il dit « Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Or, ce qui importe, c'est de le transformer. » Karl Marx attend que les philosophes transforment le monde matériellement. Mais la philosophie est incapable de transformer le monde matériellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa vocation. Mais ce que Karl Marx n'a pas compris, en mon sens, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation. Quand je dis qu'il n'y a pas de transformation sans spéculation, ce téléphone portable, avant qu'il soit téléphone portable, il a d'abord été pensé. Donc la pensée précède l'action. Dans ce sens, ce qu'on peut objecter à la position, à la thèse de Karl Marx, c'est que, certes, la philosophie, elle est incapable de se prononcer sur les urgences matérielles, mais elle est capable de se prononcer sur les urgences, sur les mots, entendons-nous bien, mots, M-A-U-X, sur les mots, sur les problèmes de la vie. Dans ce sens, le philosophe devient l'homme de son temps. C'est pourquoi il semble important de convoquer ici les propos de Hegel selon lesquels toute philosophie est fille de son époque. Toute philosophie est fille de son époque, cela signifie quoi? Le philosophe ne doit pas se déconnecter, ne doit pas se désintéresser aux réalités de la vie, mais il doit y apporter des solutions. Il doit y apporter des solutions. Pourquoi? Parce que dans une société marquée par la crise, dans une société frappée par ce qu'on appelle l'intolérance, dans une société, j'ai envie de dire, où la connaissance semble être reléguée au second plan pour faire place à la médiocrité ostensible, dans une société où beaucoup de gens sombrent de plus en plus dans l'ignorance. Dans une société où l'ignorance est en train de faire florès, j'ai envie de dire, dans une société marquée par ce qu'on appelle la crise humanitaire, sanitaire, dans une société où la justice semble être bafouée, dans une société où la liberté humaine elle est bâillonnée, elle est bridée, elle est menacée, dans une société où la connaissance semble être reléguée au second plan, dans une société où la justice est plus dévaluée que le franc CFA, il me semble fondamental que le philosophe porte le combat pour être l'homme de son temps. Il est l'homme de son temps, pourquoi? Parce qu'il incombe au philosophe de proposer des pistes de solutions. Il est homme de son temps, pourquoi? Parce qu'il appartient au philosophe en tant qu'acteur de la société de ne pas se déconnecter de la vie, mais de se pencher sur les réalités de la vie en tentant d'y apporter des solutions. Voilà pourquoi Spinoza, le philosophe hollandais, disait la philosophie n'est pas une réflexion sur la mort, mais elle est une méditation sur la vie. Elle est une méditation sur la vie. Pourquoi? Parce que dans cette vie, il y a des urgences, il y a des problématiques, il y a des situations qui semblent être compliquées. Mais tous ces problèmes, toutes ces urgences, toutes ces situations doivent être solutionnées. Et d'où viennent ces solutions? Il appartient aux philosophes d'y réfléchir. Donc quand Spinoza utilise l'expression de vie et de mort, on sait que la mort, elle est métaphysique. Ce que Spinoza était en train de nous faire comprendre, c'est quoi? La réflexion philosophique ne doit pas s'intéresser aux réalités métaphysiques. Elle ne doit pas s'intéresser aux réalités qui sont abstraites, mais elle doit se pencher aux réalités qui sont concrètes pour permettre à l'humanité de s'épanouir, certes intellectuellement, moralement, mais également humainement.